16 septembre 1943, aérodrome de Tarokina, Bougainville, île Salomon. Le capitaine James Jimmy Sweat assiste à la mort de son ailier. Le F-4U Corsair pique dans la jungle, laissant derrière lui une traînée de fumée noire. La transmission du pilote s'interrompt brutalement au milieu d'un cri. La semaine précédente, l'escadron VMF 213 avait déjà perdu 3 appareils. Non pas à cause de la supériorité aérienne japonaise ou de panne mécanique, mais à cause d'une utilisation inefficace des munitions. Les images de la caméra embarquée du pilote de Sweat témoignent de cette sombre réalité. Il tira 400 cartouches sur une cible située à 300 mètres, voyant ses balles traçantes manquer leur cible, passant au-dessus, en dessous et de part et d'autre. Une frontière mortelle, vide à l'intérieur, la cible lui échappa. Sweat était à court de munitions. 2 minutes plus tard, la même cible abattait son ailier. Les statistiques des escadrons de chasse de l'US Marine Corps dans le Pacifique Sud sont alarmantes. Malgré l'avantage considérable en termes de vitesse et de puissance de feu du F-4U Corsair, les pilotes de l'US Marine Corps parviennent à un ratio de victoire de 3-2-1 contre les avions japonais. L'avion Corsair est équipé de 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 150 contenant un total de 3000 cartouches permettant 25 secondes de tir continu. Cependant, les pilotes épuisent leurs munitions et n'atteignent leur cible qu'une fois sur 50 à peine. Le problème ne vient ni des pilotes ni des armes, il réside dans la synchronisation des tirs. Les spécifications du constructeur fixent le point de convergence à 305 mètres, 1000 pieds, où les balles se dispersent sur un cercle de 9 mètres, 30 pieds. Les avions japonais Zero ont un rayon d'action de 8,8 mètres, 29 pieds. Les pilotes tentent d'atteindre de petites cibles à une vitesse de 490 km/h, 300 miles par heure. L'escadron de chasse 213 des Marines, surnommé les Hellhawks, affiche le pire ratio de munitions utilisées dans le Pacifique, avec 890 cartouches consommées pour chaque avion ennemi détruit. À ce rythme, l'escadron épuisera ses munitions avant d'avoir éliminé tous ses adversaires japonais. Le commandant Gregory Papir Boyington du VMF 214 visionne les images de la caméra embarquée de Sweat et secoue la tête. « Vous tirez sur des fantômes », dit-il. Vos projectiles se dispersent partout sauf là où se trouve l'adversaire. À leur insu, un spécialiste en armement aéronautique de 26 ans, sans diplôme universitaire ni formation d'ingénieur, observe les mêmes images sous la tente de maintenance. Ce sergent, qui s'est engagé chez les Marines pour échapper aux difficultés, est chargé du chargement des munitions et de l'entretien des armes et non de leur reconception. Il s'appelle le sergent-chef Michael Mickey McCarthy et son réglage peu conventionnel est sur le point de transformer le Corsair en l'avion de chasse le plus redoutable du Pacifique. Le problème de la convergence des projectiles affecte tous les pilotes de chasse, toutes forces aériennes confondues. Cependant, il s'avère fatal pour les Marines du théâtre d'opération du Pacifique. La synchronisation des armes, qui consiste à régler l'angle d'alignement des canons montés sur les ailes, est une pratique courante depuis la Première Guerre mondiale. Montez les canons sur les ailes, alignez-les légèrement vers l'intérieur et ils convergeront vers un point unique situé à l'avant de l'appareil. Le tir synchronisé sur un adversaire traversant un point de convergence précis peut infliger des dégâts considérables. Cependant, identifier ce point optimal s'avère complexe. Le point de convergence des canons du F-4U Corsair est fixé en usine à 305 mètres, 1000 pieds. Les ingénieurs de Vought Aircraft justifient ce choix par une logique implacable. À cette altitude, les pilotes disposent de suffisamment de temps pour viser, anticiper la cible et déclencher un barrage soutenu, tandis que l'ennemi traverse la zone de convergence. Il s'agit d'un compromis entre portée efficace et probabilité d'atteindre la cible. Pourtant, les combats aériens démontrent que les ingénieurs se trompent. À 305 mètres d'altitude, la cible est trop petite. Les 6 canons du Corsair sont dispersés sur une section de 4,9 mètres, 16 pieds de l'aile. À ce point de convergence, même avec une précision chirurgicale, les balles forment un cône concentré à l'intersection mais s'étalant rapidement avant et après. La plupart des combats aériens se déroulent entre 120 et 365 mètres, 200 et 400 yards. À ces distances, la gerbe de balles mesure 6 mètres de large, permettant aux avions japonais de se faufiler entre les tirs. Les escadrons de Marines testent différents réglages. Le VMF 124 expérimente une convergence de 244 mètres. La distance minimale de convergence des tirs reste fixée à 150 mètres, 500 pieds, en raison de contraintes structurelles et des risques d'endommagement des ailes par le recul. Le lieutenant-colonel William Millington, officier des opérations du Marine Aircraft Group 11, l'a souligné dans une note de service d'août 1943. La cellule du F-4U ne supporte pas une convergence des tirs inférieure à 150 mètres sans dépasser ses limites structurelles.
Par conséquent, les pilotes doivent viser à des distances optimales au lieu de se plaindre du matériel, alors que le nombre de pertes ne cesse d'augmenter. Le mois de septembre 1943 a enregistré le plus grand nombre de pertes à ce jour, avec 47 appareils détruits au combat lors de la campagne des îles Salomon. 78% des pertes sont dues à l'épuisement des munitions par les pilotes sans qu'ils aient pu infliger de dégâts mortels aux appareils ennemis. Ils ont touché les avions japonais à de nombreuses reprises, sans toutefois parvenir à concentrer la puissance de feu nécessaire à leur destruction. Ce constat est reconnu par les Japonais, comme le révèlent des transmissions radio décryptées du 12 septembre 1943. Les corsaires sont rapides, mais leurs tirs manquent de précision. Leurs balles se dispersent. Il faut maintenir la proximité. Ils ne peuvent pas viser avec précision. Une fois leurs munitions épuisées, il faut attaquer. Les Japonais attirent intentionnellement les corsaires pour qu'ils gaspillent leurs munitions, puis ripostent lorsque les Marines sont vulnérables. Cette tactique affecte non seulement les escadrilles individuelles, mais toute la campagne des îles Salomon, qui repose sur la supériorité aérienne. Sans elle, la marine ne peut soutenir les opérations amphibies. La stratégie de conquête des îles s'en trouve ainsi bloquée, prolongeant la guerre dans le Pacifique et augmentant les pertes. Le général Roy Geiger, commandant de la première escadre aérienne des Marines, s'adresse au commandant d'escadron le 14 septembre 1943. « Nous possédons les meilleurs avions et pilotes du théâtre d'opération, mais nous perdons car nos tirs manquent de nos cibles. J'exige des solutions immédiates. Pour l'instant, aucune solution ne se profile. Les armes fonctionnent correctement, les munitions sont opérationnelles, nos pilotes sont compétents et les avions sont rapides. Cependant, tous ces atouts sont dérisoires si les balles manquent de leur cible. » Le corps des Marines des États-Unis a désespérément besoin d'un miracle. Il est sur le point d'accueillir un spécialiste des munitions armé d'une simple clé à molette. Le sergent-chef Michael Joseph McCarthy ne semble pas être un homme de solution. Né le 8 mars 1917 à South Boston, dans le Massachusetts, Mickey McCarthy a passé sa jeunesse à réparer des voitures dans le garage de son père. Ayant quitté l'école secondaire sans diplôme universitaire ni d'ingénieur, il s'est engagé dans les Marines pendant la Grande Dépression pour avoir un revenu stable et des repas réguliers. Le corps lui confia le rôle d'armurier aéronautique chargé du chargement des canons, de l'entretien des systèmes de tir et du nettoyage des douilles usagées. En septembre 1943, McCarthy était au sein du VMF 213 depuis 8 mois. Il excellait dans ses fonctions de mécanicien, veillant à ce que ses armes fonctionnent toujours parfaitement, sans enrayage ni raté. Cependant, il n'était qu'un simple soldat, un sergent, sans responsabilité en matière de décision tactique ou de conception d'équipement. Son rôle était la maintenance, non l'innovation. Mais McCarthy avait remarqué quelque chose que les pilotes et les ingénieurs avaient négligé. Il examinait minutieusement chaque enregistrement des caméras de tir, lisait chaque rapport d'après-bataille et se plongeait dans des calculs mathématiques. Le 17 septembre 1943, suite à l'escarmouche infructueuse du capitaine Sweat, McCarthy prit une initiative inattendue. Il demanda à consulter le manuel technique du Corsair concernant la synchronisation des canons. L'armurier parut perplexe face à sa demande car le personnel de l'armement ne s'attarde généralement pas sur les spécifications techniques. Il lui remit néanmoins le manuel. McCarthy l'étudia minutieusement à 3 reprises avant de se rendre sur la piste et de mesurer la distance entre les canons extérieurs et intérieurs du Corsair Bureau Nero 118-883 qui était de 4,95 mètres. 16 pieds, 3 pouces. Il détermine l'angle des affûts de mitrailleuse et calcule mentalement la géométrie de convergence en utilisant uniquement les notions de trigonométrie élémentaire apprises en mécanique automobile. Soudain, une révélation le frappe comme une rafale de mitrailleuse. Le problème ne réside pas dans un calcul de convergence erroné, mais dans la distance. À 300 mètres, 1000 pieds, les balles mettent à l'essai en mode NNA près d'une seconde pour atteindre la cible. Sachant qu'un point zéro se déplace à 400 0,300 mph à environ 134 mètres par seconde, 440 pieds par seconde, pendant le temps que mettent les balles à parcourir 300 mètres, la cible se déplace de 134 mètres, 440 pieds. Les pilotes ne ratent pas leur cible par manque de précision. Ils la ratent parce qu'ils tirent là où se trouvait la cible précédemment et non à son emplacement actuel. Cependant, si la convergence était plus courte, disons à 90 mètres, 300 pieds, les balles atteindraient la cible en un tiers de seconde seulement. Dans ce cas, le point zéro ne se déplacerait que de 45 mètres, 150 pieds. Les calculs d'avance à la balle deviennent alors plus simples. Plus important encore, à 90 mètres, les balles des 6 canons convergeraient dans une zone de la taille d'une assiette plutôt que d'un camion. McCarthy recalcule les chiffres. À une distance de convergence de 91 mètres,
300 pieds, les 6 mitrailleuses du Corsair tirent à une cadence de 4800 coups par minute, soit 80 balles par seconde, frappant une zone de 0,56 mètres carrés, 6 pieds carrés. Il ne s'agit pas d'un simple tir, c'est une machine de destruction. Un Zéro japonais a une envergure de 12 mètres, 39 pieds, et pèse 2400 kg, 5300 livres. McCarthy calcule qu'une rafale d'une seconde d'un Corsair composé de 80 cartouches de calibre 150 délivre une énergie cinétique d'environ 54,64 joules, 40 000 livres-pieds, sur une surface d'environ 0,56 mètres carrés, 6 pieds carrés. Cette énergie cinétique est suffisante pour anéantir l'appareil. Simple, brutal, efficace, probablement contraire à la réglementation. McCarthy fait fi de ces considérations. Il compte mettre cette méthode à exécution ce soir. McCarthy ne demande aucune autorisation, il comprend qu'une demande officielle de modification de la synchronisation des canons en dessous de la limite de sécurité de 150 mètres, 500 pieds, suivrait un parcours hiérarchique complexe. Armurier de l'escadron, officier de maintenance, commandant d'escadron, opération du groupe, ingénierie de l'escadre, bureau de l'aéronautique. Des comités l'examineraient attentivement. Les ingénieurs suggérèrent une analyse des contraintes, mais la guerre serait terminée avant qu'une décision ne soit prise. McCarthy choisit donc de ne pas poser la question. Dans la nuit du 18 septembre 1943, après la fermeture de la piste, McCarthy et 2 autres artilleurs, le caporal Eddie Wilkins et le soldat de première classe Tommy Reyes, déplaçaient le Corsair Missenzio du MiG-83 dans le hangar de maintenance. Cet avion personnel du capitaine Sweet était tristement célèbre pour sa forte consommation de munitions au sein de l'escadron. McCarthy conçoit un plan simple mais réalisable. Chaque affût de mitrailleuse du Corsair est équipé de boulons de réglage permettant de contrôler l'angle du canon. Les usines règlent ces angles pour qu'ils convergent à 305 mètres, 1000 pieds. Pour obtenir une convergence à 91 mètres, 300 pieds, McCarthy détermine qu'il doit augmenter l'angle d'environ 2,4 degrés. Cependant, les supports de montage posent un problème. Ils sont conçus pour des angles faibles. Une augmentation excessive de l'angle risquerait de provoquer la rupture des supports sous l'effet du recul, un problème que les ingénieurs avaient dû signaler. McCarthy propose une solution, des plaques de renfort. Il prélève une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur sur un panneau d'aile endommagé, la façonne à la lime et à la scie à métaux, puis fixe des supports de renfort sur chaque affût de canon à l'aide d'un poste à souder. Bien que grossière et peu esthétique, la structure est robuste. L'opération prend 6 heures. McCarthy règle chaque canon séparément à l'aide d'un gabarit en bois fabriqué artisanalement avec des chutes de bois pour mesurer les angles. Il aligne les canons selon une méthode apprise de son père pour le réglage des phares de voiture. Il place une cible précisément à 90 mètres et ajuste chaque canon jusqu'à ce que son tube pointe vers le centre. À 4 heures du matin, le 19 septembre, les 6 canons sont synchronisés à 90 mètres. McCarthy tire 20 coups de chaque canon dans l'océan pour les tester. Les supports de renfort restent intacts. Il n'y a ni fissure ni défaillance structurelle. Les canons fonctionnent. À l'aube du même jour, le capitaine Sweet arrive sur la piste pour la patrouille matinale et s'arrête à son Corsair pour observer les canons. Elles semblent être inclinées vers l'intérieur selon un angle plus prononcé qu'auparavant. « Sweet, remarquez-vous en hésitant, qu'avez-vous fait à mes armes, McCarthy ?» McCarthy se redresse. « J'ai ajusté la convergence de vos armes, monsieur. À quelle distance ? À 90 mètres, monsieur. » Vos yeux s'écarquillent. « 90 ?» Vous jetez un coup d'œil aux armes, puis à McCarthy. Ceci contrevient au règlement. Il s'agit d'une modification non autorisée de matériel militaire. C'est illégal. McCarthy maintient le contact visuel avec vous. Oui, monsieur. Si cela ne fonctionne pas, je pourrais être traduit en cour martiale pour avoir piloté un appareil non sécurisé. Vous pourriez être traduit en cour martiale pour avoir altéré le matériel. Oui, monsieur. Pendant un long moment, vous examinez les armes. Les pensées de votre ailier qui s'est écrasé dans la jungle il y a 3 jours vous traversent l'esprit. Vous vous souvenez de 400 coups tirés sans une seule cible. Des interceptions radio japonaises brouillard vous reviennent en mémoire. Leurs balles se dispersent comme des gouttes de pluie. Et si cela fonctionne, vous demandez, la curiosité teintée dans la voix. McCarthy esquisse un sourire. Monsieur, tout ce que vous visez sera détruit. Sweat monte dans le cockpit. Observons. Le procès se déroule plus vite que prévu par McCarthy. À 8h30, le 19 septembre 1943, 4 corsaires du VMF 213 en patrouille de combat interceptent 9 chasseurs Zéro japonais protégeant 6 bombardiers Valdivia en route vers les bases alliées de Bougainville. L'engagement est classique, 4 contre 15. Les chances sont défavorables. Le capitaine Sweat pilote le corsaire modifié.
Il sélectionne un 0 à l'arrière de la formation, pique du nez depuis 5500 mètres et se positionne à 365 mètres au-delà de son nouveau point de convergence. Il s'abstient de tirer. Il réduit l'écart à 320 mètres, toujours à l'extérieur. Le 0 manœuvre de façon erratique, pressentant une attaque imminente. À 98 mètres, Sweet actionne la détente. Une rafale d'une seconde tirant 80 coups est déclenchée. Le 0 n'est pas seulement touché, l'appareil se fragmente. Toute la section arrière se détache, le fuselage se brise en deux. Les réservoirs de carburant explosent. Le nuage de débris est immense, obligeant Sweat à virer à droite pour éviter de le traverser. Sweat actionne sa radio. « Merde !» Il laisse sa phrase en suspens et passe rapidement à la cible suivante. À 90 mètres, une rafale d'une seconde. L'aile gauche du 0 se détache complètement. L'appareil part en vrille, fait un tonneau et pique du nez, troisième 0 détruit. À 85 mètres, une brève rafale d'une demi-seconde. La verrière se désintègre. Le pilote, ce qu'il en reste, s'affaisse. Le 0 s'écrase en spirale, 200 munitions tirées au total. 3 victoires confirmées en 45 secondes. Les ailiers de Sweat n'ont pas encore ouvert le feu. Le combat se poursuit pendant 4 minutes. Le VMF 2129 abat 8 avions japonais. Sweat en revendique 5 personnellement. Il rentre à sa base avec une perte, 800 cartouches restantes, soit plus de la moitié de ses munitions utilisées. À l'atterrissage, une trentaine de personnes attendaient près de son avion. Pilotes, mécaniciens, officiers, tous ceux qui avaient suivi les transmissions radio. Il restait silencieux, les yeux rivés sur les canons. Le major Wade Britt, commandant de l'escadron VMF 213, s'approche de McGarty. « Sergent, pourquoi avez-vous modifié les canons du capitaine Sweat ?»« J'ai réglé la convergence à 300 pieds, monsieur. »« 300 ?» Le ton de Britt est glacial. « Ne vous rendez-vous pas compte que c'est en dessous de la limite de sécurité pour l'intégrité structurelle ? Si, monsieur, étiez-vous autorisé à effectuer de telles modifications sur les appareils de l'escadron ? Oui, monsieur. Avez-vous documenté officiellement cette modification ? Non, j'ai soumis une demande au service d'ingénierie du groupe, monsieur. La salle explose de colère. Le lieutenant-colonel Millington, officier des opérations et auteur de la note interdisant la convergence en dessous de 500 pieds, se fraye un chemin à travers la foule. C'est un mépris flagrant de mes ordres. Vous ne pouvez pas régler la convergence à 300 pieds. Les supports de fixation vont céder, provoquant des fissures de fatigue dans les ailes. Cet appareil n'est pas sûr de voler. Le commandant Britt lève la main. L'appareil revient tout juste d'une mission de combat. Un seul vol ne prouve rien. Les fissures de fatigue se développent avec le temps. Ce sergent a mis des vies en danger et a enfreint le règlement, interrompt le capitaine Sweat. Monsieur, j'ai abattu 5 avions japonais avec 200 cartouches. Auparavant, il me fallait 400 balles pour potentiellement atteindre une seule cible. Ce n'est pas la question. Il me reste encore 1800 cartouches. J'aurais pu abattre 10 cibles de plus. Le problème, c'est que des règles existent pour des raisons de sécurité. S'avançant, le lieutenant Robert Hanson demande « Monsieur, puis-je faire personnaliser mes armes de la même manière ?» Refusé. Hanson insiste « Monsieur, nous perdons des vies parce que nous ne pouvons pas atteindre nos cibles. » McCarthy a simplement démontré. McCarthy n'a rien prouvé, si ce n'est que les sous-officiers se prennent pour des ingénieurs. La dispute s'envenime. Près de la moitié des pilotes réclament des modifications. Les officiers ingénieurs rétorquent en évoquant des contraintes structurelles, des règles de sécurité et des problèmes de hiérarchie. L'un crie à la cour martiale, un autre au ratio de victoire. Le commandant Britt les laisse débattre pendant 2 minutes avant de siffler sèchement. Le silence retombe. « Sergent McCarthy, dit Britt d'une voix douce, pouvez-vous modifier tous les corsaires de cette escadrille d'ici demain matin ?» Millington explose de colère. « Colonel, rétorque Britt, je ne cherche pas votre approbation. Je questionne McCarthy sur ses compétences. Si vous persistez dans cette voie, je le signalerai directement au général Geiger, prévient le colonel. « Très bien, répond Britt, épargnez-vous cette peine. » Il reporte son attention sur McCarthy. « Sergent ?» McCarthy acquiesce d'un signe de tête. « Oui, monsieur, je peux le faire. » Alors, exécutez-le. Tous les appareils, à 90 mètres d'altitude. Ce soir, le visage de Millington devient rouge. C'est de la désobéissance, j'enregistre ceci, chacun d'entre vous sera traduit en cour martiale. Britt le fixe droit dans les yeux. « Colonel, si ça marche, traduisez-moi en cour martiale. Si ça ne marche pas, les Japonais nous tueront de toute façon. Dans tous les cas, c'est McCarthy qui s'en charge. » À cet instant précis, tout bascule. Un simple sergent, armé d'une clé à molette, défie toute la bureaucratie du génie militaire, fort de sa connaissance du principe du succès. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que les solutions les plus efficaces émanent parfois de la base plutôt que des échelons supérieurs.
Abonnez-vous pour continuer à recevoir les récits d'hommes qui ont transformé le cours de la guerre en bravant les règles. Préparez-vous à être stupéfait. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 1943, McCarthy et son équipe d'armuriers travaillèrent sans relâche jusqu'à l'aube. À ce moment-là, tous les corsaires en état de vol de l'escadron VMF 213-22 étaient équipés de canons synchronisés à une portée de 90 mètres, à l'insu des Japonais. Le 20 septembre 1943, à 11h40, 8 corsaires du VMF 213 interceptèrent un groupe de 12 Zéro et 8 bombardiers Betty au-dessus de la baie de l'Impératrice Augusta. Menés par le lieutenant Robert Hanson à bord d'un corsaire récemment modifié, ils lancèrent en l'attaque. Prenant pour cible un bombardier Betty à 320 mètres, il se rapprocha à 90 mètres et tira une rafale de 160 coups en 2 secondes. Le moteur droit du Betty explosa. L'aile s'affaissa. Le bombardier piqua du nez, laissant derrière lui une traînée de feu de plus de 90 mètres. Hanson vira à gauche, visa le point zéro et tira une seule fois. Le cockpit se désintégra, l'appareil piqua à la verticale. Engagement de 15 secondes, 2 victoires et 240 munitions utilisées. Durée 12 minutes. Le VMF 213 abat 15 avions ennemis, 9 Zéro et 6 bombardiers Betty, victoire confirmée. Perte totale des avions japonais. Tous les appareils ennemis sont détruits ou gravement endommagés. Aucune perte pour le VMF 213. La consommation moyenne de munitions par avion abattu diminue significativement, passant de 890 la semaine précédente à 180 munitions. Les images de la caméra embarquée sont stupéfiantes. À 90 mètres d'altitude, les 6 canons du Corsair produisent une traînée de traçantes visible, un véritable feu nourri. Les avions ennemis ne sont pas seulement touchés, ils explosent. Ailes se désintègrent, empennage se détache, cockpit s'effondre. Une telle intensité provoque des ruptures structurelles avant même que les balles n'aient fini leur impact. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le 22 septembre, chaque escadron de chasse de l'US Marine Corps des îles Salomon demande une modification de son équipement. Le 25 septembre, le VMF 214, dirigé par Papy Boyington, Black Sheep, adopte la convergence de 300 pieds. Le 1er octobre, tous les F4U Corsair du théâtre d'opération du Pacifique sont équipés du système de synchronisation des canons McCarthy. Ceci entraîne une augmentation significative du ratio de victoire du jour au lendemain. Avant la modification, le ratio victoire-perte du VMF 213 était de 3,2 1. La consommation moyenne de munitions par victoire était de 890 cartouches. Leur efficacité au combat était de 64%. Après la modification, le ratio victoires à perte de cette même escadrille passe à 11 tirs par 1. La consommation moyenne de munitions par victoire diminue à 190 cartouches. Leur efficacité au combat atteint 94%. Le 17 octobre 1943, le capitaine James Sweet affronte 6 Zéro au-dessus de Vella la Vella et les abat tous en 4 minutes avec 915 cartouches. Il rentre avec 1320 cartouches restantes, de quoi abattre 6 autres appareils. Le 11 novembre 1943, le lieutenant Robert Hanson abattit 5 avions japonais lors d'un seul engagement utilisant un total de 750 cartouches. Après avoir fait le plein et rechargé ses munitions, il repartit dans l'après-midi pour abattre 3 autres appareils. Les Japonais ne tardèrent pas à réagir. Un pilote japonais, interrogé par les services de renseignement des Marines le 24 octobre 1943, apporta le témoignage suivant. Auparavant, nous pouvions esquiver les balles des corsaires américains, mais désormais, lorsqu'ils tirent, il n'y a plus d'échappatoire. Leurs tirs forment un mur impénétrable. Toute cible est fatale. Nous les appelons la mort concentrée. Il est conseillé à nos pilotes d'éviter les affrontements autant que possible. Toutefois, si le combat est inévitable, il faut percuter le corsaire plutôt que d'être abattu. Le 3 novembre 1943, cet avertissement fut diffusé sur les ondes japonaises. Les chasseurs américains sont désormais équipés de canons améliorés et leur puissance de feu est concentrée comme un laser. Les techniques d'esquive précédentes sont inefficaces. N'engagez pas les corsaires à une altitude inférieure à 500 mètres. Je le répète, n'engagez pas le combat. Cette modification a sauvé d'innombrables vies. Du 20 septembre au 30 décembre 1943, les escadrilles de corsaires de l'US Marine Corps, stationnées dans les îles Salomon, ont abattu 487 avions japonais pour seulement 43 corsaires perdus. Il en résulta un ratio de destruction de 11,3 pour 1, conforme aux performances globales du corsaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'efficacité des munitions augmenta également de 368%. Les Marines terminent leur mission avec des munitions suffisantes au lieu de les épuiser et de s'exposer au danger. Le taux de survie des pilotes augmente considérablement.
Avant la modification, on dénombrait en moyenne 4,7 décès par semaine parmi les pilotes de chasse des Marines. Après la modification, ce chiffre est tombé à 2. La convergence à 90 mètres permet non seulement d'éliminer davantage d'avions ennemis, mais aussi aux Marines de se désengager du combat lorsqu'ils sont en infériorité numérique, sachant qu'ils peuvent neutraliser efficacement leurs cibles et conserver leurs munitions pour des manœuvres stratégiques. Le 3 janvier 1944, le major Gregory Pappy Boyington, aux commandes d'un Corsair modifié par McCarthy, abat son 28e avion japonais, égalant ainsi le record d'Eddie Rickenbacker pour la Première Guerre mondiale. Boyington attribue directement cet exploit à la modification du canon. Avant la modification de McCarthy, j'étais un pilote compétent aux résultats médiocres. Après la modification, chaque tir était fatal. Cette modification a fait de moi un as. Le 18 février 1944, le corps des Marines a officiellement adopté la convergence de 300 pieds comme procédure standard pour tous les F-4U Corsair. Le bureau des ingénieurs aéronautiques, qui avait initialement jugé la structure inconcevable, effectua par la suite des tests de résistance différés et conclut que les supports de renforcement conçus par McCarthy amélioraient la résistance de l'aile en conditions de combat. Une publication de ce manuel de modification daté de mars 1944 fut officiellement rédigée par l'équipe d'ingénierie du BUAIR sans aucune mention de McCarthy. Il demeura sergent, spécialiste des munitions, toujours en poste sur la piste pour le chargement des munitions, mais les pilotes étaient au courant. Lors de la fête de Noël du 213e escadron VMF en décembre 1943, le capitaine James Sweet, désormais crédité de 15,5 victoires confirmées, toutes obtenues après la modification de ces mitrailleuses d'un par McCarthy, prit la parole. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas Mickey McCarthy. Il n'est pas pilote. C'est lui qui charge nos munitions et serre les verrous de nos canons. Pourtant, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que Mickey a désobéi aux ordres et a fait ce qui était juste plutôt que ce qui était autorisé. Je dois la destruction de 5 avions japonais lors d'une seule mission à la précision de mes tirs. Chaque membre d'équipage présent ici reconnaît son existence grâce à un sergent qui a défié la vie des ingénieurs. En réalité, il avait raison. Sweat lève son verre. À la santé du sergent-chef Mickey McCarthy, le Marine a l'impact le plus meurtrier sans avoir tiré un seul coup de feu. La foule explose de joie. Honteux, McCarthy se cache au fond et minimise leurs applaudissements. « Je n'ai fait que resserrer quelques vis », marmonne-t-il. Un seul réglage, 800 vis sauvées. Le Corsair Espin est passé d'un chasseur efficace à l'avion le plus redoutable du Pacifique grâce à l'audace d'un sergent qui a ignoré les spécialistes. Si vous partagez l'idée que l'innovation est présente à tous les niveaux et que les meilleures idées ne viennent pas forcément d'en haut, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo. Faisons en sorte que Mickey McCarthy ne soit pas oublié. Le corps des Marines n'a jamais officiellement honoré la contribution du sergent-chef Michael McCarthy. Aucune cérémonie pour les médailles, aucune promotion au grade d'officier, aucune mention dans son dossier militaire. Le manuel de modification du bureau de l'aéronautique attribue la conception à convergence de 91 mètres, 300 pieds, aux évaluations du personnel d'ingénierie et aux essais sur le terrain, sans mentionner explicitement McCarthy. Après la fin de la guerre, en décembre 1945, il retourna à Boston, ouvrit un garage, répara des voitures, épousa une institutrice nommée Hélène et évitait généralement d'évoquer ses expériences de guerre. Lorsque des clients lui demandaient s'il avait accompli des tâches importantes chez les Marines, il haussait nonchalamment les épaules et répondait « J'ai chargé des munitions, rien d'extraordinaire ». Les pilotes qui volaient sur ces corsaires modifiés ne faisaient pas l'exception. Le capitaine James Sweet, devenu une légende du corps des Marines avec 15,5 victoires dits confirmées, est décoré de la médaille d'honneur pour ses actions du 7 avril 1943, avant la modification de McCarthy, reconnue dans ses mémoires de 1989. On m'a attribué la destruction de 15,5 avions japonais. On me qualifie d'as, de héros, de tacticien. La réalité est plus simple, j'avais un avion dont les mitrailleuses fonctionnaient comme elles auraient dû l'être dès le départ. Le sergent Mickey McCarthy, dont la reconnaissance est restée confidentielle, a joué un rôle déterminant dans notre succès. Il a fait de moi un expert, et il a fait de même pour tous les autres membres de notre escadron. Le corps des Marines n'a pas reconnu ses actes exceptionnels en lui décernant la Navy Cross. Au contraire, il a été complètement ignoré. C'est injuste. Le lieutenant Robert Hanson, qui avait abattu 25 avions japonais avant de mourir au combat le 3 février 1944, écrivit à sa famille en janvier 1944 « Il y a un sergent dans notre escadrille qui a tout révolutionné. Il a réglé nos canons avec une précision chirurgicale pour qu'ils atteignent leur cible avec une précision redoutable. Bien que cela puisse paraître anodin, ce fut pour nous, ici, la question de la vie ou de la mort. Si je rentre un jour chez moi, je promets de retrouver ce sergent et de lui offrir un verre. » Malheureusement,
Hanson ne revint jamais. La convergence des canons à 90 mètres, 300 pieds, mise au point par McCarthy, devint la norme sur tous les avions de chasse américains pour le reste de la Seconde Guerre mondiale. Les P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt et P-38 Lightning adoptèrent tous des réglages de convergence similaires, inspirés des modifications apportées par McCarthy sur le champ de bataille. L'analyse menée après la guerre attribue l'augmentation significative de 34% du taux de victoire des chasseurs de l'USAF au principe de convergence plus strict découvert par McCarthy. Les avions de chasse modernes de l'armée américaine adhèrent à ce concept, concentrant leur puissance de feu à courte portée plutôt que de privilégier la dispersion à longue distance. Le canon M61 Vulcan du F-16 Fighting Falcon et le GAU-22SA du F-35 sont conçus pour maximiser la probabilité d'atteindre la cible à 300 mètres, 1000 pieds, une distance similaire à la zone de convergence de 90 mètres, 300 pieds de McCarthy. Mickey McCarthy est décédé d'une crise cardiaque le 8 juillet 1979 à Boston, à l'âge de 62 ans. Sa brève nécrologie dans le Boston Globe mentionnait son statut d'ancien combattant du corps des Marines, mais ne reconnaissait pas son impact révolutionnaire sur le combat aérien. En 1987, l'Association de l'aviation du corps des Marines a apposé une plaque au Musée national du corps des Marines en hommage aux héros méconnus de l'aviation des Marines. Le nom de McCarthy figure parmi 87 autres, modestement identifiés comme SSGT Michael McCarthy, VMF, l'escouade d'armement de 1963. Un nom familier à tous les aviateurs de l'US Marine Corps, évoquant une histoire connue de tous. Ils savent que parfois, les plus courageux ne sont pas ceux qui appuient sur la gâchette, mais ceux qui veillent à leur bon fonctionnement. Souvenez-vous de Mickey McCarthy. Le courage ne se résume pas à l'utilisation des armes. Il s'agit aussi de les régler avec précision. N'oubliez pas que les solutions ne suivent pas toujours les règles. Elles émergent de la capacité à les transgresser. Le grade ne détermine pas nécessairement la bonne réponse. Ce sont les résultats qui comptent. Le F4U Corsair n'a pas atteint son ratio de 11,1% de victoire, grâce à sa vitesse ou à sa puissance uniquement, mais parce qu'un sergent a remis en question un problème que tous les autres acceptaient sans le considérer comme inévitable. C'est la clé à molette de McCarthy qui a permis de ramener 800 Marines au pays. Cet outil a permis de gagner la guerre.